Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 mai 2022. Désolé pour l'heure tardive de la publication de cette vidéo ce matin. Hier soir, il y avait l'avant-première de Top Gun. Il y avait donc clairement des priorités dans la vie. Donc, du coup, un petit peu décalé ce matin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant ce temps, pendant que moi j'étais à l'avant-première de Top Gun, eh bien finalement, le marché s'est encore fait taper dessus. Alors, moins grave que ce qu'on a vécu ces dernières semaines. On a déjà vécu bien pire, il est clair. Mais par contre, on avait quand même un sentiment de négativité exacerbée dans les marchés. Et quand on regarde un petit peu le bilan des médias cette nuit et de ce qu'on voit ce matin, eh bien, on a vraiment l'impression que tout va mal et qu'on est de loin pas encore sorti de l'auberge et ça devrait continuer encore à creuser un bon moment avant qu'on voie un tout petit peu la lumière au bout du tunnel. Et hier soir, la première chose qu'il fallait retenir, c'est que finalement, on a constaté et appris que dorénavant, le seul et unique indicateur technique avancé économique qui permet de savoir comment fonctionnera le reste du monde, le reste de la technologie, eh bien c'est Snapchat, puisqu'apparemment depuis le profit warning qu'ils ont fait lundi, eh bien tout le monde se dit que c'est la seule et unique référence pour savoir comment la technologie va fonctionner ces prochains mois et ces prochaines années. Oui, Snapchat est devenu la référence, comme quoi, en vous collant un filtre avec des oreilles de cochon, un nez de lapin, des moustaches, et en vous déguisant à chacune de vos photos, de vos selfies pour vous améliorer ou pour vous empirer, eh bien, c'est également un moyen de savoir comment fonctionne l'économie mondiale. C'est assez ésotérique comme explication, mais c'est en tout cas comme ça que le marché l'a pris hier, et donc on était vraiment très préoccupé par le profit warning de Snapchat, mais pas que ça. Mais pas que ça, effectivement, on va y revenir, mais en tous les cas, sur Snapchat, ça a contaminé tout le secteur technologique. On avait des Google qui perdaient 5% juste parce que Snapchat a fait un profit warning. Vous avez des Pinterest qui ont perdu plus de 20%, Facebook Metaverse qui perdait 7%, Tesla qui perdait 6%. Rien à voir avec Snapchat en direct. Pourtant, c'est une boîte tech, mais en plus, c'est lié avec monsieur Elon Musk et Twitter. Et donc, du coup, Twitter baissait encore un peu plus hier matin, durant la séance, quasiment moins 4, moins 5, moins 6% sur Twitter durant la journée. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Twitter se traite en dessous du prix moyen d'achat que Elon Musk a obtenu ces derniers mois. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelques semaines, il gagnait 1 milliard sur sa transaction en Twitter. Aujourd'hui, il perd 40 millions. Pas très important à ses yeux, mais c'est clair que ça change un tout petit peu la photo globale. Mais donc, il y a une espèce de contamination globale qui est partie de Snapchat, qui a été contaminée jusqu'à l'autre bout de la chaîne, pratiquement sur Tesla. Tesla qui est en dessous des $700, qui est en train de définir une dead cross. Alors, dead cross, vous vous souvenez, c'est le croisement des moyennes mobiles 200 jours et 50 jours, ce qui veut dire qu'ensuite, ça nous donne une tendance baissière affirmée. Ça marche une fois sur deux. Un petit peu comme pile ou face, grosso modo, donc ça marche pas tout le temps, mais en tous les cas, ça fait toujours très peur et ça angoisse toujours pas mal de monde. Ça angoisse aussi beaucoup de monde parce qu'on a l'impression que Elon Musk est bien plus préoccupé par ce qui se passe sur Twitter que ce qui se passe sur Tesla et tous les problèmes qui sont liés évidemment à la Chine. La Chine qui est un autre problème négatif qui pèse sur le monde entier puisque ralentissement économique de la Chine, baisse de la consommation, le gouvernement chinois qui est obligé d'intervenir. Au passage, on notera quand même qu'en ce moment, la Chine est en train de se foutre sur la tronche avec l'Inde pour une histoire de province au Ladakh. Donc ça continue à mettre aussi un peu de tension par rapport à ça. La Chine qui se prend la tête aussi avec Biden par rapport aux tarifs douaniers, par rapport à l'agression potentielle de Taïwan. Enfin bref, encore une chose qui nous pèse dessus. Mais toujours est-il, revenons à Twitter, eh bien aujourd'hui on a peur, on a très très peur, tout le monde est tellement angoissé sur Tesla, sur le fait qu'aujourd'hui, si ça continue de baisser, rappelez-vous, il y a ce mécanisme d'emprunt sur Twitter où Musk va être obligé à un moment donné de vendre une partie de ses actions Tesla pour pouvoir continuer à financer son projet de rachat de Twitter. Projet de rachat qui est toujours en pending, rappelons-le, mais si jamais Musk devenait à sortir de cette histoire-là, il devrait quand même payer 1 milliard d'amende. Alors 1 milliard d'amende, c'est pas très grave pour lui, de nouveau, puisqu'il pèse quand même encore ce matin aux dernières informations, aux dernières minutes, 197 milliards de valorisation en tant qu'homme le plus riche du monde.
Ça a bien baissé, hein. Je veux dire, il y a quelques semaines, il était encore à 300 milliards de valeur, de net valeur, mais c'est vrai que Tesla a quand même perdu 50% depuis les plus hauts, et ça, il faut quand même le signaler. Donc, mis à part la technologie qui s'effondre à cause de Snapchat, on notera aussi que tout le reste continue à nous peser sur la tête. L'inflation, la hausse des taux, la fréquence de la hausse des taux, la rapidité de la hausse des taux, l'éventuelle stagflation qui pourrait arriver, parce qu'on en parle de plus en plus, la récession qui pourrait nous tomber dessus du jour au lendemain, et puis on a aussi eu hier les chiffres de l'immobilier. Alors les chiffres de l'immobilier, c'est pas toujours le truc qu'on regarde de plus, mais c'est toujours un indicateur de fin de cycle ou de début de cycle. Et là, on voit quand même que au niveau du marché immobilier américain, qui a littéralement explosé de plus de 20 à 30% selon les régions depuis le début de la pandémie, aujourd'hui, on marque un peu le pas. On marque un peu le pas parce que les taux sont en train de monter, donc les taux hypothécaires sont également en train de monter, donc les Américains hésitent quand même à se mettre une dette sur 30 ans avec des taux à 3 ou 4 ou 5% selon les régions. Là encore, donc il y a un frein. On attendait hier les publications des maisons existantes, des ventes de maisons existantes. Le marché attendait 750 000 ventes sur le mois d'avril. Eh bien, on est sorti un petit peu en dessus de 500 000. Donc, grosso modo, on est complètement à côté de la plaque, mais ça montre aussi qu'il y a un gros ralentissement, une baisse de 16,6% mois après mois, ce qui laisse supposer que là aussi, le marché est en train de ralentir. Donc ça, c'est encore une crainte supplémentaire, en plus de l'inflation, en plus des taux, en plus de la Chine, en plus de l'Ukraine, en plus de l'augmentation du prix des matières premières, en plus de l'inflation due au pétrole. Tout ça mélangé avec le reste, ça faisait encore un truc de plus qui pesait sur les épaules, sans compter qu'évidemment, Snapchat qui donne l'indication comme quoi la technologie s'était vraiment mal barrée pour ces prochains mois. Et puis on avait aussi des chiffres hier au niveau des retail sales, des retailers, c'était assez intéressant parce qu'hier il y avait 3 chiffres, il y avait Nordstrom, il y avait Best Buy et il y avait Abercrombie & Fitch. Alors Abercrombie & Fitch, vous vous souvenez ce que c'est, vous vous souvenez tous, vous connaissez tous, hein. C'est ces magasins qui se sont fait connaître parce que les mecs étaient à torse nu à l'entrée des magasins. Alors je vais pas vous faire le coup du mec qui se met à torse nu parce que j'ai pas tout à fait le même profil avec les mêmes plaques de chocolat. Et puis en plus je crois qu'ils le font plus. Mais bref, toujours est-il qu'hier Abercrombie a publié des chiffres dégueulasse, pour parler français. Le titre a perdu beaucoup moins que Snapchat, que 30%, puisque Snapchat, je le rappelle quand même, a perdu 43% sur la séance d'hier. Et donc, Abercrombie perdait 30% sur des mauvais chiffres, sur des augmentations de coûts, sur une pression sur les marges. Bref, très compliqué pour Abercrombie. Donc, on voit encore une fois que ça va pas super bien au niveau du secteur de la consommation, au niveau des retailers. Par contre, de l'autre côté, on a quand même eu 2 bonnes nouvelles. On a eu Nordstrom qui a publié des bons chiffres, meilleurs que les attentes, avec des prévisions révisées à la hausse pour le reste de l'année, ce qui est assez rare pour être signalé en ce moment. Et puis Best Buy qui a sorti des bons chiffres qui permettaient au titre de finir inchangé. Nordstrom prenait 9% après la clôture hier soir. Ce qui est assez intéressant à observer aussi aujourd'hui, c'est qu'on voit quand même qu'une mauvaise nouvelle, c'est 30-40% de baisse. Parce qu'au début de la saison des résultats, on était plutôt une mauvaise nouvelle, c'est 12-15%. Maintenant, c'est passé de 12-15% à 30-40% de baisse sur une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, le titre reste inchangé. Une très bonne nouvelle, le titre prend 9%. On voit quand même qu'on est plutôt du côté du verre à moitié vide que du verre à moitié plein en ce moment au niveau des marchés. Mais c'est vrai que quand on voit cette avalanche de négativisme en ce moment, eh bien c'est difficile de faire autrement. Au niveau des indices aujourd'hui, donc on a vu hier sur les indices un petit peu mondiaux, la France qui termine de nouveau en dessous des 6300, ce qui est jamais un très très bon signe pour le CAC 40. Le DAX qui est en train de revenir gentiment dans son trend descendant à surveiller attentivement. Et rappelez-vous que sur le DAX, on avait commencé à construire cette espèce de tendance haussière à très court terme où on pouvait espérer quelque chose de pas trop mal. Eh bien, pour l'instant, le DAX est en train gentiment de revenir dans cette tendance baissière. Attention, ces prochains jours, il faudra confirmer ou infirmer cette nouvelle. Rajoutons au-dessus de tout ça que Madame Lagarde a communiqué encore une fois hier pour dire que, eh bien, on était à un tournant au niveau du comportement des taux d'intérêt en Europe. Forcément, quand tu es à -1, quelque part, le tournant, c'est juste de remonter à la surface parce qu'en dessous, c'est un peu plus compliqué. Alors, on sait depuis plusieurs jours que les taux devraient commencer à monter en juillet en Europe. Et puis, pour repasser en terrain positif, et d'ici le mois de septembre, c'est pas ça qui va forcément, dans l'immédiat, surtout au niveau psychologique, aider les marchés européens. Mais ça, encore une fois, c'est affaire à suivre. Et la question, ça sera de savoir si l'Europe est plus encline à surveiller les chiffres américains, les taux américains, le comportement des taux américains et de la Fed, ou alors est-ce qu'ils seront beaucoup plus concentrés sur ce qui se passe chez eux.
Au niveau des indices américains, eh bien, on a le Nasdaq qui continue à creuser à cause de Snapchat, qui nous donne une indication très mauvaise pour le futur. Le Nasdaq qui est en baisse de 28% depuis le début de l'année, je le rappelle. Le S&P 500 qui est pile poil aux portes de l'enfer, à savoir aux portes du bear market, qui est prêt à rentrer dedans à un moment ou à l'autre. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, comme d'habitude, eh bien, on a vraiment de la peine à croire une seconde qu'on puisse s'en sortir au niveau où on en est aujourd'hui. Quand on regarde un petit peu les chiffres globaux, il y a une référence qui est assez intéressante à observer, c'est le nombre de sociétés qui sont en train de faire des new lows, donc des nouveaux plus bas sur les 52 dernières semaines. Et aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble du S&P 500, je crois que rien que sur les 10 derniers jours, on a atteint 43% du S&P 500 qui est en train de faire des plus bas sur les 52 semaines. Donc on voit clairement que la tendance est affirmé à la baisse et qu'on voit assez mal comment à très court terme les choses vont changer, sachant qu'on voit très clairement que tous les rebonds aujourd'hui sont utilisés pour être vendus massivement, que le buy de dip est devenu très ésotérique comme méthode de trading pour le moment et que les gens sont plutôt en train de se dire on va chercher le bottom. Et quand on regarde un petit peu les grands courants habituels, les points qu'on recherche pour dire « Ah, là, il y a un bottom qui est en train de se créer ». Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais il nous manque encore beaucoup de points importants. D'abord, on aimerait voir des rallyes qui durent un peu plus que 24 heures. Ensuite, on aimerait voir une volatilité qui, enfin, va chercher au moins les 40%, alors qu'elle n'arrive plus à monter, comme si les gens avaient une confiance totale. Alors, est-ce qu'on est en train d'attendre simplement le dernier panic selling? C'est la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui pour commencer à dire peut-être qu'on est en train de chercher les plus bas. Je rappelle encore que quand on parlait l'autre jour de points d'inflexion importants sur le S&P 500, il y a 2 points qu'il faudra retenir. C'est que la moyenne historique des bear markets sur le S&P 500, c'est 37% de baisse depuis les plus hauts, ce qui veut dire que ça nous mène à 3000 sur le S&P 500. Ou alors la moyenne mobile des 200 semaines qui passe par les 3450 plus ou moins à l'heure actuelle sur le S&P 500. Donc on a encore de quoi baisser. Et quand on entend les commentaires des experts en finance, eh bien ça fout les jetons. Alors hier en vrac, il y avait Monsieur Ackman qui disait que tout ce qui se passait c'était à cause de la Fed parce que le peuple, les investisseurs n'avaient plus du tout confiance en ce que faisait la Fed. Il expliquait qu'il fallait que la Fed commence à se sortir les pouces pour commencer à pousser les taux d'intérêt beaucoup plus agressivement à la hausse pour stopper cette inflation au plus vite. Et tant qu'ils ne feraient pas ça, tant qu'ils ne montraient pas qu'ils sont beaucoup plus virils que ça, eh bien le marché n'aurait pas confiance et continuerait à baisser. Vous avez également Monsieur Ray Dalio qui a le plus gros hedge fund du monde qui lui estimait que le cash c'était de la daube, mais qu'en même temps il n'allait pas non plus investir dans les actions, donc c'est pas non plus super rassurant. Vous aviez également une des stratégistes de Goldman Sachs, Madame Vicky Cheng, qui estimait selon elle que le marché n'arrêtera pas de baisser, retenez bien ça, n'arrêtera pas de baisser tant que la Fed ne changera pas son fusil d'épaule, c'est-à-dire que tant que la Fed ne passera pas de hawkish à dovish et annoncera son intention de cesser son rythme de hausse des taux, eh bien le marché n'arrêtera pas de baisser. Ce qui n'est pas super rassurant, parce que quand on regarde un petit peu les attentes qu'on a sur les prochaines hausses de taux de la Fed, je rappelle quand même qu'on attend 0,5% en juin, 0,5% en juillet, que selon ce qu'a dit M. Powell il y a encore quelques semaines en arrière, il va continuer sur ce rythme-là, entre 0,5 et 0,25 de hausse par meeting de la Fed jusqu'à la fin de l'année. Donc si on compte là-dessus, c'est qu'on n'a pas fini de baisser, et qu'on n'a pas fini de se traîner en direction des 3000 sur le S&P 500 d'ici décembre. Enfin bref, tout ça on pourra encore en reparler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit tous ces experts qui viennent donner des avis super black, c'est pas méga rassurant. Et puis alors, ice on the cake, cerise sur le gâteau, on a eu hier monsieur George Soros qui était en meeting World Economic Forum avec toutes les stars du monde de la politique et de la finance, et monsieur George Soros a déclaré hier que selon lui, l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait largement mener à une 3e guerre mondiale et à l'extinction totale de notre espèce. Donc avec des nouvelles comme ça, on a vraiment envie de revenir travailler demain matin, c'est super. Ça tombe bien parce que demain matin, nous serons l'association, ce sera fermé, il n'y aura donc pas de Morning Bull Live, c'est férié, tout le monde va aller faire des barbecues, pour autant qu'il neige pas demain, et puis ensuite on se retrouvera comme d'habitude vendredi pour continuer. Donc petite pause sur cette semaine économico-volatilo, très négativo sur les marchés pour l'instant, et puis comme d'habitude, nous on se retrouvera vendredi pour faire le point avec le Swiss Bliss, le Morning Bull Live, parce que moi je fais pas le pont. D'ici là, inscrivez-vous à la chaîne Suisse Côte Suisse, enfin francophone. Inscrivez-vous également, enfin likez cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous aimez pas, ne la likez pas, je suis désolé. Et puis autrement, eh bien, comme d'habitude, passez une excellente journée.
Merci d'avoir été là pour ce bilan négatif du monde merveilleux de l'investissement. On espère que ça ira mieux vendredi. Bonne journée à tous. Bye bye.